Imagine, t'es survivaliste, en pleine nature, et là tu décides de mettre ta chaussette. Donc t'enfiles ta chaussette que t'as tricotée toi-même en allant chasser un poil de yak, et là qu'est-ce que tu découvres? Oh mon dieu, elle est trouée. C'est pas grave, si c'est qu'une chaussette trouée, elle peut encore faire l'affaire. Donc tu décides d'enfiler la seconde chaussette. Tu tires sur le bordel. Oh non, c'est pas vrai. Celle-là aussi? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai les ongles des pieds trop longs et ça déchire mes chaussettes ou quoi? Donc là, on se retrouve dans un cas de figure assez difficile. Comment réparer ce trou quand on est survivaliste? Est-ce qu'on a une aiguille, de la ficelle, de la laine? Comment remédier à ce problème pour pas que nos orteils soient autant exposés au danger? Voici la technique d'un véritable survivaliste. Tu retires ta chaussette, également l'autre, tu les inverses et tu les remets. Et voilà, plus de trou de chaussette. Bon, en fait, le trou, il est toujours, mais il est plus exposé ici, il est exposé par là. Ce qui fait qu'ici, je peux commencer à entamer un nouveau trou. Yes, ça, c'est du survivalisme. Le premier qui met dans les commentaires « Hey, t'as des pieds de hobbit », je like son commentaire. Parce que c'est vrai. Et parce que j'aime bien les hobbits. J'aime bien les pieds aussi. Enfin, les pieds de hobbit. Enfin, je les aime bien, je veux dire, ils me font rire. Enfin, j'ai les mêmes, donc je suis obligé d'aimer. Parce que sinon... 22e jour de confinement, 22e vlog. Je viens de me lever. Une chose que j'aime faire, c'est me mettre devant la porte de chez moi, prendre le soleil. Il fait super bon. Vous voyez, j'ai la petite terrasse le matin où je peux déjeuner. J'entends les oiseaux chanter, là il y a le coucou. Hier soir, on a fait le live du dimanche. Le live était vraiment exceptionnel, je l'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Pour la simple et bonne raison que ça fait 3 semaines que je suis confiné, 3 semaines que je suis seul. Et en fait, ce live m'a permis de parler avec des gens. Donc déjà, c'est un contact social, ça fait du bien. Mais pas seulement, pour une fois, en fait, on n'a pas parlé exclusivement de toute la pandémie, du virus, de la maladie. On est un peu parti dans tous les sens. Mais le live était beaucoup plus léger, détente, beaucoup plus drôle. Il y a eu des intervenants, on a vachement rigolé. En fait, le live, je le trouvais peut-être moins protocolaire, moins officiel, plus spontané. Je trouve qu'on s'est vraiment marré avec tous les intervenants et même dans le chat. Il y avait un truc vachement plus humain. Même moi, j'étais vachement plus détendu. Peut-être même un peu bourré, j'en sais rien, mais c'était drôle en fait. J'ai passé une bonne soirée, on s'est vraiment marré. Je pense que ça vous fait du bien, vous aussi, ce truc un peu plus léger, un peu plus détente, plus drôle, où on n'est pas spécialement là à parler que du confinement ou que de la maladie. Donc le live avait lieu dimanche, un live tous les dimanches. Je vous invite à aller dans la description, trouver le lien de ce live pour le voir. C'était vraiment cool et je remercie toutes les personnes qui sont venues en vocal sur Discord parler, échanger avec moi. Désolé aux personnes qui voulaient passer et qui n'ont pas pu passer. Voilà, on fait tourner le plus de monde possible, mais tout le monde ne peut pas passer en un seul live. Voilà. Donc j'ai sorti mes herbes sèches. Voilà, ça fait plus de 10 minutes que c'est là. Je fais bien tomber les gouttes. Voilà mon petit déj. Je vais rajouter un peu de citron là-dedans et une cuillère de miel. Ça va être parfait. Sur ces vlogs, dans ces vidéos, je vous parle beaucoup finalement de survivalisme, de petites techniques pour s'en sortir dans la vie, de spiritualité, de développement personnel, comment prendre soin de vous, bref, c'est un peu une chaîne fourre-tout sur la vie quoi. Et j'ai appelé ça survivaliste. Ce n'est pas simplement survivre dans la nature, dans les bois, c'est aussi survivre au paranormal. Non, ce que je veux dire, c'est aussi survivre dans la vie de manière générale. Ce que j'aime bien avec ce mot survivaliste, c'est juste comment vivre dans la vie. En fait, je crois que même après le confinement, je pourrais continuer ces vidéos en appelant toujours mes vidéos vlog survivaliste. Parce qu'en fait, je vous donne des astuces de vie tout simplement. De développement personnel, de bien-être. On est tous sur Terre, voilà, comment survivre sur la planète Terre. Toi, mais même ça peut être en acceptant la modernité et les autres. Hein. C'est pas spécialement en allant s'isoler tout seul avec un pagne dans la forêt. Bref, et parmi tout ça, je ne vous ai pas parlé d'huile essentielle. Alors je vais pas... Si, en plus, je crois que j'en ai déjà parlé des huiles essentielles. Je voulais précisément vous parler d'elles. Il est conseillé de prendre des huiles essentielles pour renforcer ses défenses immunitaires, pour se purifier, se désinfecter, bref, se protéger. Il y a des huiles essentielles en ce moment qui reviennent souvent. Vous entendez beaucoup parler du Ravinsara, de tout ce qui est thym, citron, quoi d'eau de lavande, d'huile essentielle qui désinfecte. Mais il y en a une qui est assez peu connue et qui étonnamment n'est pas en rupture de stock. C'est la cannelle de Ceylan. Alors pourquoi cette huile essentielle, on n'en parle pas tant que ça, et pourquoi celle-là n'est pas en rupture de stock à l'inverse du Ravinsara et de toutes les autres? Les autres sont en rupture de stock tout simplement parce qu'elles sont moins chères. En fait celle-là, c'est une des plus chères huiles essentielles. Elle est à 20 €, mais surtout regardez 20 €, la boîte est grande, mais pas la fiole. La fiole est toute petite. Alors pourquoi elle est si chère et pourquoi celle-là je vous la conseille? Écoutez, c'est simple, c'est une des huiles essentielles les plus violentes du monde. C'est une sorte de reine des huiles essentielles, elle guérit tout. Elle a quasiment tous les pouvoirs des autres huiles essentielles. Elle est ultra puissante. Je vous rappelle que c'est la cannelle de Ceylan. Cette huile essentielle, c'est simple, elle est antibactérienne, antivirus,
elle te nettoie les bronches, elle te dégage les voies respiratoires, elle t'enlève les migraines, elle te débouche le nez, elle te répare les intestins quand t'as la gastro, la chiasse, ce que tu veux, elle te débouche l'estomac, elle te... en fait c'est simple, elle fait tout, elle te file un coup de fouet, ça te réveille, ça te... vitamine A, B, C, D, E, F, tout ce que tu veux. C'est en fait une huile essentielle tellement riche et dense qu'il est même conseillé que quand t'en prends, de faire une pause. C'est-à-dire que tu vas par exemple en prendre tous les jours pendant 3 semaines, mais à partir de 3 semaines, il faut que tu arrêtes d'en prendre et tu laisses une semaine ton corps de se reposer et tu reprends un peu. En fait, elle est ultra, j'irais pas ce que dire violente. Par contre, elle désinfecte. Et là, en ces périodes, pandémie, virus, tout ce que vous voulez, c'est exactement le genre de truc qu'il vous faut. Et celle-là, vous pouvez encore la trouver. Elle n'est pas en rupture de stock, tout simplement parce qu'elle est chère. Dans la posologie, il conseille de prendre 2 gouttes. Prenez que 2 gouttes. Ne vous amusez pas à en prendre 3. Une fois, j'ai voulu faire mon malin, je suis ah ouais, vas-y, moi je vais le niquer le virus. J'ai pris 3 gouttes. Mon gars, c'est pas le virus qui allait me tuer, hein. C'est cette putain d'huile essentielle. C'est ultra violent. Elle est ultra puissante. Elle est tellement forte que si je la prends le matin comme ça, au réveil, elle me met mal. En fait, elle me fait tourner la tête et elle me donne envie de vomir. C'est pour vous dire, hein, le truc. Elle est beaucoup trop puissante. C'est un concentré de cannelle, je sais pas si vous vous rendez compte. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. Elle favorise la libido et le désir sexuel. En fait, c'est un truc quand tu le prends, t'as un braquemar, mon gars, t'as envie de ken tout ce qui passe devant toi. Du moment que ça respire un peu, t'as envie d'y aller. C'est aussi pour ça que la cannelle, certains peuples appellent ça du bois bandé, quoi. Ça porte bien son nom. Donc, regardez comment je le prends, moi. Je mets un peu de sucre en poudre dans ma cuillère. J'ouvre, je suis obligé de la prendre quand j'ai déjà mangé. Là, tu vois, je viens de grignoter, j'ai pris une orange. Voilà, j'ai mangé un petit bout de pain. Là, ça y est, il y a quelque chose dans mon estomac qui fait que je peux prendre ça. Si je prends ça sans rien bouffer, ça me met mal. Tête qui tourne, envie de rendre. Bref, oula. Alors, 2 gouttes, pas plus. 1, 2. Yo les confinés, on va continuer notre viande séchée. Aujourd'hui on passe à l'étape du parfumage. Je sais pas si ça se dit, on va parfumer la viande. C'est là où on va lui donner le goût. Et c'est l'ultime étape avant la dégustation. Mais entre les deux, il y aura 3-4 semaines de pause. Donc voici notre viande après l'avoir laissée 72 heures dans le gros sel. Et surtout après l'avoir laissé 4 heures trempée dans l'eau pour la dessaler, la nettoyer, en changeant l'eau toutes les heures, on passe à l'étape des épices. Alors pour l'étape des épices, vous allez prendre un torchon par viande et un torchon propre de préférence. Donc pourquoi je dis par viande? Parce que comme je vous avais expliqué, on peut faire plusieurs types de viande séchée. En fait, on peut faire toutes les viandes du monde séchées. Moi, c'est un rôti de porc, donc c'est un même type de viande, c'est du porc, que j'ai coupé en deux afin de faire 2 parfums différents. Alors, dans un premier temps, on va bien sécher notre viande, lui retirer l'excédent d'eau vu qu'on l'a fait tremper. Et donc, c'est le moment où on va les parfumer. Alors, vous ouvrez bien votre torchon. Et voilà le type de parfum d'épices qu'on peut rajouter. Vous pouvez mettre, en fait, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Moi, je pars sur des herbes de Provence, du thym. On a du romarin. Je vais mettre bien sûr du poivre. Je vais faire une viande au poivre. Et un des plus connus, c'est le piment d'Espelette. Voilà, le piment d'Espelette, c'est pas mal, le piment d'Espelette. Donc, pour ce premier morceau viande, je vais partir sur le traditionnel. Ben, je vais faire peut-être le piment d'Espelette, justement. On va peut-être faire le piment de celui-là. On prend le piment et alors on y va. Hein. Là, faut y aller. Voilà, faut se faire plaisir. Là, hein. Voilà, hein, c'est recto, verso. Ouais. Et alors là, le but, c'est vraiment de faire imprégner le piment d'Espelette. Voilà, partout, hein, sur tous les côtés. Alors voilà, vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas faire ça dehors. Parce qu'en ce moment, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de vent par chez moi. Et là, ça aurait été un peu infernal. Il faut vraiment faire rentrer le piment partout. Il a déjà une belle tête là, je trouve. Bah nickel. Il est vraiment joli. Il a vraiment une très très belle... Je pense que là, on est bon côté piment. Qui aurait pensé qu'un jour je ferais des tutos cuisine sur cette chaîne YouTube? Pourquoi je prends l'accent du sud lorsqu'on parle de cuisine? On rassemble un peu les épices au milieu, hein. Voilà. Et là, il faut vraiment bien la mitoufler, hein. Voilà, vous imaginez que c'est l'hiver, il ne doit pas choper froid. Donc là, il faut vraiment faire un... Avouez que c'est de la ASMR viande, quoi. Je suis sûr que vous êtes en train de kiffer ce que vous regardez là. Il y a un côté contemplatif un peu. Allez, je le mets sur le côté. Je vais m'occuper de son petit frère. Putain, j'ai fait le ménage hier, je suis en train de foutre des épices partout. Alors lui, on va être un peu plus artiste sur celui-là. Hein. Alors, avec lui, je vous propose un peu plus de fantaisie. Voilà. Écoute, on n'a pas tous les jours 20 ans. Je mets du poivre, lui. Hein. Voilà, et j'en mets pas qu'un peu du poivre. Celle-là, il y aura du poivre. Hein. Celle-là, j'imagine, quelqu'un qui aime pas le poivre, ça va lui faire bizarre. Il va tousser celui-là. Hein. Voilà, par contre, je ne fais pas que mettre du poivre parce que celui-là, j'aimerais aussi le mettre
Voilà, et là on y est, voilà. Voilà, les herbes, les petites herbes. Non, mais faut y aller de bon cœur. La cuisine, c'est ça, hein, c'est être généreux. Les radins sont pas cuisiniers. N'empêche, c'est vrai ce que je dis. Hein. Si vous remarquez, les gens qui cuisinent pour les autres gens, c'est-à-dire par exemple une maman qui va cuisiner pour sa famille, ses enfants, un copain qui va cuisiner pour sa copine, bref, les gens qui cuisinent pour quelqu'un d'autre, c'est des gens rarement égoïstes. Parce que lorsque tu cuisines pour un être que tu aimes bien, c'est un acte de générosité envers quelqu'un d'autre qui n'est pas égocentré. Comme je l'avais déjà expliqué dans un précédent vlog, la cuisine c'est quelque chose qui se partage. Il est très très rare qu'on se fasse des trucs pour nous tout seuls. Moi cette viande là, je suis en train de me la faire mais j'ai un peu espoir au fond de moi pour pouvoir la partager avec des gens. J'espère que je ne serai pas tout seul à la déguster parce que sinon ça sera sacrément triste. Allez, je rajoute, c'était du thym et du laurier que j'ai mis en dessous. Là, maintenant, je mets de l'herbe de Provence. Voilà, donc là, on est sur de l'herbe de Provence. Celui-là, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Poivre, herbe de Provence. Alors, faut vraiment le faire bien imbiber sur tous les côtés, dedans, dehors, en dessous, et à gauche. Voilà, là. Là, c'est pas mal, là. Là, ça ressemble à quelque chose. Comme son petit frère, on rassemble les épices et on l'emprisonne. L'étape qui va suivre, c'est de prendre de la ficelle et d'emmailloter tout ça vraiment très serré. Voilà, il faut vraiment que la viande... Là, il faut vraiment y aller comme un bourrin. Voilà, là, il faut vraiment faire une besace... faut vraiment le serrer extrêmement fort. N'hésitez pas. Voilà, faut vraiment serrer façon animé japonais. Hein. J'aime bien ce truc-là, j'aime bien cet objet. Il y a un côté vraiment genre... allez, on part à l'aventure, quoi. Et voilà pour un. Lui, je l'ai bien serré. Donc bien sûr, on le serre fort pour pas que les mouches ou ce genre de trucs viennent pondre dessus. Protéger la viande, hein, dans un premier temps, n'est-ce pas? Et dans un second temps, c'est pour laisser la viande respirer et continuer, malgré tout, à se sécher, tout en s'imprégnant des bonnes odeurs, telles que le piment d'Espelette. On a le romarin de la Carrique, on a les petites thym de Provence et nous avons le goût de l'arrière-pays concentré dans un torchon. La ficelle que j'utilise ici, c'est exactement la même avec laquelle je compte faire la ficelle de mon arc. Voilà, une ficelle que j'ai filée moi-même. Je vous apprendrai à filer votre laine, à faire des ficelles. On a l'impression que c'est quelque chose de compliqué. Ce n'est pas tant compliqué, c'est surtout très long. Voilà, apprendre à filer sa laine, très important dans le monde du survivalisme. Comment fabriquer de la ficelle et de la corde. Donc maintenant qu'on a nos deux sacs de viande, quelle est la prochaine étape? Nous devons maintenant continuer de les faire sécher dans une salle à température ambiante pendant 4 semaines. Donc voici deux moyens de stocker ces morceaux de viande. Le premier, et c'est celui qu'on va faire, on va les suspendre dans une pièce à température constante, assez fraîche, pas spécialement froide mais une pièce fraîche, où la température est continue plus ou moins toute l'année. Donc moi je vais exactement les suspendre dans la cave en bas, où j'avais mis le saladier avec tout le sel. Et pendant 4 semaines, ils vont être suspendus. Et dans 4 semaines, on pourra enfin les déguster. Si vous n'avez pas de cave, de grenier ou d'un cellier, d'un endroit où il y a une température constante, vous pouvez les mettre dans le frigo, dans par exemple le bac à légumes. La seule différence, c'est que toutes les semaines, il faudra venir retourner la viande. Parce que la viande va continuer de perdre de l'eau, du sang, va continuer d'évacuer du liquide. Et du coup, ça va s'imbiber sur le torchon et c'est pour pas qu'elle baigne dans son jus. Donc toutes les semaines, pam, vous venez retourner la viande dans votre frigo. Moi, vu que je vais les suspendre à la cave, je n'ai pas besoin de venir la retourner, quoi que ce soit. Je laisse simplement à l'air libre. Mais voilà, dans le frigo, pensez bien à toutes les semaines venir retourner. Et dans 4 semaines, votre viande séchée sera enfin prête à la consommation. Allez, on va les suspendre. Et voilà. Plus qu'à attendre 4 semaines. Dans 4 semaines, nous pourrons venir déguster enfin notre viande séchée. Oui, je vous l'accorde, 4 semaines, c'est long, surtout lorsqu'on a faim, lorsqu'on a la dalle. Donc si on est un survivaliste, c'est compliqué d'attendre 4 semaines, surtout qu'il faut savoir qu'en pleine nature, sans manger, on peut tenir 3 semaines.
Donc en effet, la viande séchée, ça sera compliqué de compter sur elle. Mais je vous rappelle que le principe de faire de la viande séchée, c'est quand on a précisément chassé suffisamment de viande pour se nourrir quotidiennement, on est bien, et c'est tout le surplus de la viande. Comment le conserver? C'est une méthode de cuisson et de consommation, la viande séchée, certes, mais c'est avant tout une méthode de conservation. Donc bien sûr, quelqu'un qui a la dalle ne va pas attendre 4 semaines pour bouffer sa viande. Il va soit la consommer immédiatement, soit dans les jours qui suivent le dépeçage de la bête. Voilà, donc maintenant on se retrouvera dans 4 semaines pour déballer ces petits paquets cadeaux et goûter tout ça. Et du coup vous allez devoir attendre 4 semaines avec moi parce que je tourne ces vlogs au jour le jour. Il faut que je note la date quelque part, sinon je sens que je vais l'oublier moi. Hey les confinés, bonsoir. Il est 23h30 au moment où je tourne ça. On est le lundi 6 avril. Et je me suis sorti une petite bière d'alcoolique, histoire de sombrer un peu plus dans la solitude. Faut bien se faire des apéros tout seul, je vois personne. Parce que mon chat il est bien sympa mais il a pas une grande conversation. Hein Niao, t'as pas une grande conversation? J'ai appris à mon chat à être une arme dissuasive. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un attaque le bunker sauvage, je m'équipe du chat. Je recharge. C'est bien mon Niao. Tu me détestes? Est-ce que tu me hais à ce moment présent? Le vlog qui est sorti aujourd'hui, donc celui qui est sorti à 20h, lundi à 20h, il est sorti avec 1 heure de retard, au lieu de sortir à 20h, il est sorti à 21h. Et j'ai vu dans les commentaires, il y a déjà des gens qui disaient waouh, il a dû t'arriver des trucs exceptionnels aujourd'hui, comment ça se fait que le vlog sort si tard, t'as dû faire plein de trucs. Et en fait, non, en fait, j'ai pas plus fait que ça. C'est juste que le week-end a été assez chargé. J'ai eu le live à préparer, j'avais du montage à terminer, et en fait, aujourd'hui, j'ai quasiment passé ma journée à faire du montage, tout simplement. J'ai tourné la viande, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup filmé. Donc c'est pour ça que je voulais tourner ce petit truc en plus, là, ce soir, histoire que le vlog soit pas trop court. Mais voilà, je voulais vous rappeler qu'il faut pas particulièrement vous habituer à du 20 minutes. Je tourne ça, ce n'est pas pour combler, j'essaye pas de filmer juste pour combler, je cherche pas obligatoirement à atteindre les 20 minutes. C'était histoire de vous rappeler que le vlog durera pas tous les jours 20 minutes. Rappelez-vous, ça je vous en avais parlé en début de confinement. C'est un petit truc sur lequel je note des idées, des trucs qu'il faut que je vois. Là c'est des courses que je dois faire qui me manquent dans mon bunker de survivaliste. Là c'est mon programme de la journée, 8h réveil, 9h petit déj. Bref, et en fait je marque des trucs qui peuvent être intéressants de vous faire partager des fois. Et donc là par exemple ça m'est bien utile parce qu'aujourd'hui vu que j'ai pas beaucoup filmé, je pense que je peux justement aborder ce genre de points que je n'aborde pas le reste du temps. Si, aujourd'hui j'ai quand même continué l'arc et j'ai pas mal avancé. Je peux pas vous le montrer parce qu'il est dehors et j'ai la flemme d'aller le chercher. J'ai bien fait les 2 bouts et j'ai commencé à tailler l'encoche où on pourra fixer la corde. Bah je vous montrerai ça dans le vlog, le prochain vlog. Honnêtement il y a moyen que demain on le termine l'arc, ouais. Demain ou après-demain il sera fini celui-là. Du coup, non, je voulais revenir avec vous sur un terme que j'ai découvert récemment concernant le survivalisme, donc je l'ai noté là. Ce que moi j'appelle le bunker sauvage, vous voyez bien que c'est pas vraiment un bunker, c'est simplement une maison de campagne. Mais bon, j'aime bien cette idée du bunker sauvage dans l'optique ou dans la définition où c'est un endroit où on va se replier, où on va se protéger, tenter d'être en parfaite autonomie, et sauvage parce qu'on est en pleine forêt, en plein bois, au milieu de la nature. J'aime bien ce délire du bunker mais fait avec des brindilles de bois quoi. Voilà, je trouve cette définition assez jolie. D'ailleurs il y a quelqu'un qui m'avait mis dans les commentaires d'un vieux vlog, genre c'est pas du tout un bunker où t'habites, mais en tout cas c'est très mignon, c'est peut-être le bunker le plus mignon que j'ai jamais vu, enfin bref voilà, j'en joue, ça me fait rire, en effet un bunker avec des jonquilles c'est assez rare. Ce que je voulais dire c'est que ce genre de structure, qui n'est donc pas un bunker mais qui est un lieu de repli, porte un nom dans le monde du survivalisme, ça s'appelle une BAD, B-A-D, qui veut dire simplement base autonome durable. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mon bunker sauvage, c'est une BAD, et ça c'est la vraie définition. C'est une base autonome durable, c'est-à-dire que c'est un endroit de repli, un QG. D'ici, j'ai toutes mes stratégies, j'ai mes moyens de communication, je peux établir des périmètres de sécurité, améliorer la défense, j'ai du stock, j'ai de quoi faire des plantations, des panneaux solaires, du jardinage, j'ai une source. Bref, il y a tout, en gros il me manque bientôt plus qu'une éolienne et j'aurai vraiment tout pour être autonome. C'est une base autonome, durable. Voilà, ce n'est pas un bunker dans le sens où, voilà, s'il y a une centrale nucléaire qui pète, je ne serai pas protégé en mode bunker sous terre contre les radiations, tout ça. Non, bien sûr, ce n'est pas un bunker, mais donc le vrai nom, c'est BAD. Voilà, donc ça c'est dit. J'ai remarqué que les derniers vlogs ont pris pas mal la tournure de réels vlogs où je raconte ma vie, des fois je chouine, je me plains, des fois je suis content, des fois je suis triste. Bref, ça raconte quand même, c'est vraiment un livre ouvert où c'est un journal intime. Et j'aimerais réorienter un peu plus les vlogs vers
faire quand même du survivalisme comme vous aimez, parce que je sais que vous aimez bien ma définition du survivalisme, c'est-à-dire survivalisme en pantoufles avec un radiateur. Voilà, ah ouais, je suis survivaliste parce que je suis confortable chez moi. J'ai pensé à des épreuves à faire, genre par exemple aller dehors, vraiment avec un couteau, et juste bon, très bien, on est en mode survie, qu'est-ce qu'on peut faire avec un couteau et quand on est dans les bois quoi. Et j'irais même jusqu'à dire qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas de couteau. Voilà, et essayer de repasser un peu plus sur du, peut-être un peu moins de blabla, et un peu plus de survivalisme. Là pour le coup j'attends votre avis. Dites-moi dans les commentaires là si vous aimez quand je raconte un peu ma vie. Je le sais que vous aimez, vous l'avouez pas, vous osez pas l'avouer, mais vous aimez le côté télé-réalité, le côté Truman Show. Vous adorez ça, c'est le propre de l'homme. Je le vois bien, je le vois dans vos réactions, dans vos commentaires que vous aimez bien en fait que je me livre. Même moi je me suis rendu compte que je me livrais de plus en plus. Il faut que je fasse gaffe des fois de pas trop parler d'intimité. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous préférez que je reste comme c'est actuellement, c'est-à-dire l'entre-deux, entre je me livre un peu et survivalisme, ou si vous préférez que du survivalisme, ou si vous préférez que du journal intime, du vlog quoi. Dites-moi vraiment. D'ailleurs non, mieux, je vais afficher un sondage quelque part là en haut, vous pourrez voter, voilà, vous cliquez sur la petite fiche qui s'affiche, et vous pouvez voter vos préférences. Ensuite, aujourd'hui je vous ai pas parlé d'une référence culturelle que je vous conseille. Je vais vous parler d'un magnifique film très peu connu qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. L'homme qui plantait des arbres est un de mes films coup de cœur préférés, tout confondu. C'est un récit de Jean Giono, qu'à la base c'est un texte. Ça raconte l'histoire d'un homme qui passe sa vie dans un désert à planter des arbres. Et en fait, on suit l'histoire d'une personne qui rencontre ce vieillard qui passe son temps à planter des petites graines dans un sol stérile, dans un désert où il n'y a rien. Et du coup, c'est une rencontre de deux êtres humains, entre un jeune et un vieux. Et le jeune, en gros, se questionne pourquoi ce vieux passe son temps à planter des graines dans un sol désert où il n'y a rien. Et en fait, on va suivre cette évolution du désert qui va devenir petit à petit une brousse, puis une forêt. Puis en fait, on va revoir toute la vie revenir dans cet endroit, c'est-à-dire les oiseaux qui reviennent, les rivières qui reprennent forme, les villages qui se reconstruisent. Et en fait, c'est une leçon de vie ce film, ça vous met une claque, ça vous remue. Vous ne pouvez que lâcher la petite larmichette. L'homme qui plantait des arbres, récit de Jean Giono. Il y a un réalisateur qui est encore moins connu, qui s'appelle Frédéric Bach. Frédéric Bach est un illustrateur animateur. Il a fait un dessin animé de ce film, de ce livre, L'homme qui plantait des arbres. Mais attention, quand je vous dis dessin animé, vous vous imaginez Dora l'exploratrice, un truc mal fait sur Flash, animé avec le cul. Non, là je vous parle d'une véritable pièce d'art. Vous allez assister, c'est un film qui dure 30 minutes. Vous allez voir un film de 30 minutes fait avec les tripes d'un gars. C'est-à-dire, ce sont, là je suis en train de vous parler de deux génies qui ont créé un chef-d'œuvre, c'est-à-dire le récit de base de Jean Giono et Frédéric Bach avec son côté artistique qui a animé ce récit. Et avec quoi il a animé? Il a animé ça simplement avec du fusain, avec du sable. En gros, ce n'est pas un dessin animé image par image, c'est des crayons, c'est du sable, il a joué avec la peinture, de la matière, bref, c'est un tableau vivant qui raconte une histoire et en plus raconté, narré par la voix de Philippe Noiret, un des meilleurs acteurs comédiens français qu'on ait eu, un des meilleurs artistes qu'on ait eu. Je veux dire, vous pouvez que aimer. Faites-moi confiance. Là, ce soir, après ce vlog, ça dure 30 minutes. Mettez-vous dans le noir, plongez-vous et allez voir L'homme qui plantait des arbres. Vous me remercierez. Après l'avoir vu, vous me remercierez. Une histoire de Jean Giono, animée par Frédéric Bach, avec la voix off de Philippe Noiret. Que des mastodons qui se réunissent. Un de mes films préférés. En plus, si vous avez la curiosité, vous pourrez aller voir les autres films de Frédéric Bach, qui est dans l'animation 2D, stop motion, marionnette, tout ce que vous voulez. C'est excellent. Il a fait Le vieil homme et la mer. Et vu que je vous aime bien, je vous épargne même la recherche de ce truc-là. C'est-à-dire que là, dans la description de cette vidéo, vous cliquez, vous faites dérouler, je vous mets le film gratuit L'homme qui plantait des arbres, disponible sur YouTube. C'est-à-dire que là, vous avez juste à cliquer, ça vous ouvre la vidéo, vous avez rien à faire. Même pas besoin d'acheter, et n'hésitez pas à revenir ici me dire ce que vous en avez pensé. C'est vraiment le film qui te redonne foi en l'humanité, qui transpire l'amour, la bonté, la générosité. Et quand tu vois ça, tu te dis, ouais, il y a quand même de bonnes choses à faire sur Terre. La vie vaut la peine d'être vécue. Voilà, ça c'était pour l'œuvre culturel, et je crois que j'ai pas plus à dire pour ce soir les amis, mis à part que j'ai encore eu des nouvelles personnes qui m'ont fait des dons sur Tipeee, donc encore une fois merci à vous tipeurs et tipeuses. Sachez que toutes les personnes qui me font un don sur Tipeee, je vous cite au générique de mes gros projets. Là dans les vlogs je mets pas des génériques de fin, donc je vous cite pas, mais tout ce qui est court-métrage ou mes explorations, je vous mets au générique. Donc les courts-métrages c'est sur ma chaîne court-métrage qui s'appelle Céleste Grant, et en description, et mes explorations, mes urbex, c'est sur ma chaîne Évidence également
lien en description. Donc généralement je vous cite en remerciement dans ces vidéos là. Merci du fond du cœur et je vous rappelle qu'importe la somme que vous donnez, moi ce qui me touche le plus et ce qui m'aide, c'est de voir l'engagement, le soutien qu'il y a derrière. Je rappelle aussi que je préfère que vous donniez une toute petite somme mais tous les mois, c'est l'intérêt de Tipeee, c'est de pouvoir donner de manière mensuelle, plutôt qu'une grosse somme une fois. Voilà, allez, je vais m'arrêter ici. C'était Céleste Grant, nous sommes toujours confinés, on reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!